Pour se muscler, faut-il absolument soulever le plus lourd possible? C'est un peu la question qu'on se pose tous en salle. On voit d'un côté ceux qui galèrent sous des barres énormes pour quelques reps, et de l'autre ceux qui enchaînent des séries plus longues avec des poids qui ont l'air presque faciles. Alors, que dit vraiment la science? C'est un débat qui est presque aussi vieux que les haltères eux-mêmes, j'ai l'impression. Exactement. Et la réponse, en fait, elle est beaucoup moins simple et beaucoup plus intéressante que le classique no pain, no gain. C'est justement ce qu'on va creuser aujourd'hui. On plonge dans la science de ce qu'on appelle l'hypertrophie musculaire. Oui, Et pour nous guider, on a du solide. D'abord, une revue systématique toute récente, publiée en février 2025 par Aniel Fernandez, qui compile 10 essais cliniques. Et puis, une méta-analyse qui fait vraiment autorité, celle de Brad Schoenfeld et son équipe, de 2017, qui a analysé, elle, 21 études. donc on a de la matière. Voilà, notre mission, c'est de comprendre si le principal coupable de la croissance musculaire, c'est vraiment la charge lourde, ou si on a un suspect qu'on n'attendait pas. C'est une très bonne façon de le présenter. Et je peux déjà te dire que les preuves contre le suspect numéro 1, elles sont assez fragiles. Ah, bon. Alors, commençons. L'idée reçue, c'est qu'il faut soulever lourd pour faire du muscle, genre dans les 80% de sa force maximale. Mais nos sources, là, elles ont l'air de dire autre chose. Elles ne font pas que le suggérer, elles le montrent de manière assez convaincante. La conclusion la plus surprenante qui ressort de ces deux analyses, c'est ça. Quand le volume d'entraînement est le même, s'entraîner avec des charges légères peut donner des gains en hypertrophie, donc en taille de muscle, qui sont similaires à ceux qu'on obtient avec des charges lourdes. Attends, ça c'est énorme. Ça veut dire que des générations de sportifs qui se sont focalisés que sur le poids se sont peut-être trompés? En partie, oui. Il faut qu'on définisse les termes là, parce que c'est une idée qui change tout. Ça veut dire quoi? Volume d'entraînement équivalent. Alors, c'est le cœur du sujet. Le volume, c'est la charge de travail totale. La formule est assez simple. Série fois répétition fois le poids soulevé. C'est le tonnage total, quoi. D'accord. Du coup, pour que les volumes soient égaux, si tu baisses le poids sur la barre, mathématiquement, il faut augmenter le nombre de répétitions pour compenser. Ok, mathématiquement, ça se tient. Mais intuitivement, ça reste bizarre. On a l'impression que 10 répétitions très lourdes, c'est plus efficace pour le muscle que 60 répétitions légères. C'est une excellente remarque. Ça touche à nos préjugés. La revue de Fernandez est très claire là-dessus. Des charges qu'on considère comme faibles. C'est-à-dire? On parle de 20, 30 ou 40% de la force maximale. Eh bien, elles ont provoqué une hypertrophie similaire à des charges de 80% quand les volumes étaient les mêmes. D'accord, donc il y a des exemples concrets de ça. Oui, oui. Une étude citée a comparé des groupes qui s'entraînaient à différents pourcentages. Le groupe à 20% de sa force max faisait en moyenne 67 répétitions par série. 67 répétitions. Ah ouais, c'est ce que je ferais pour m'échauffer, pas pour construire du muscle. Ça paraît fou. L'effort est différent en sensation, c'est sûr. Mais en face, le groupe à 80% de sa force max en faisait 10 en moyenne. Le format classique que tout le monde connaît. Et au final? Et pourtant, au final, l'augmentation de la masse musculaire était comparable. C'est la preuve que le muscle, il ne sait pas compter le poids sur la barre. Il réagit à la tension mécanique totale, donc au volume. D'accord, donc le volume est roi. Mais ça me semble un peu trop simple. Si je prends des haltères de 1 kg et que je fais des milliers de répétitions en regardant la télé, ça va marcher? J'imagine qu'il y a une autre condition. Tu mets le doigt dessus. C'est la deuxième pièce du puzzle, et elle est fondamentale. Ah, Ce n'est pas juste soulever léger. C'est soulever léger jusqu'à l'épuisement. Le concept clé, c'est l'entraînement jusqu'à l'échec musculaire momentané. Surtout pour les charges légères, ce n'est pas une option, c'est la règle du jeu. l'échec musculaire, c'est-à-dire le moment où, même avec toute la volonté du monde, on ne peut plus faire une seule répétition de plus proprement. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que la méta-analyse de Schoenfeld, elle a été très stricte. Elle n'a pris que des études où toutes les séries étaient poussées jusqu'à cet échec. D'accord. Et la revue de Fernandez, elle, met en avant une étude, celle de Lazevicius, qui a brillamment isolé cette variable. Ok, un protocole expérimental, j'aime bien ça. Comment ils ont fait pour être sûrs que c'était bien l'échec le facteur clé? C'était très malin. Ils ont pris les mêmes personnes et ils ont testé différentes conditions, mais sur des jambes différentes. Ah, une jambe faisait un truc, l'autre jambe faisait autre chose. Ça élimine les variations génétiques. C'est ça. Il y avait 4 protocoles sur des extensions de jambes. 1. Charge légère jusqu'à l'échec. 2. Charge lourde jusqu'à l'échec. Logique. 3. Charge légère sans aller à l'échec. Et 4. Charge lourde sans aller à l'échec. Le montage parfait pour voir si l'échec change vraiment la donne. Alors, les résultats? Ils sont sans appel.
La croissance du quadriceps a été significative et similaire dans 3 des 4 groupes. Lesquels, à ton avis? Je parierais sur les 2 groupes qui sont allés à l'échec, lourd et léger, et peut-être le groupe lourd sans échec, parce que la charge est déjà un gros stimulus. C'est exactement ça. Charge lourde avec échec, charge lourde sans échec et charge légère avec échec. Tous ont produit une croissance musculaire d'environ 8%. Et le 4e groupe? Mais le 4e groupe, celui qui faisait charge légère sans atteindre l'échec, n'a eu qu'une augmentation minuscule de 2,8%, non significative. C'est la preuve ultime. Pour que le léger fonctionne, il faut aller au bout de l'effort. Mais pourquoi? Quel est le mécanisme derrière ça? C'est une question de recrutement des fibres musculaires. Pour simplifier, quand tu soulèves léger, au début, seules les plus petites fibres, celles de l'endurance, travaillent. D'accord. Mais plus tu fatigues, plus tu approches de l'échec, et là ton corps n'a plus le choix. Pour continuer, il doit appeler en renfort les grosses fibres, les fibres rapides, celles qui ont le plus gros potentiel de croissance. Ah d'accord, je vois. En allant à l'échec, tu t'assures que même les plus grosses fibres ont été forcées de bosser. Alors qu'une charge lourde, elle, les recrute dès la première répétition. C'est très clair. Donc, pour la taille du muscle, l'hypertrophie, la recette c'est assez de volume et un effort maximal. La charge n'est qu'un outil. Voilà. Mais est-ce que ça s'applique à tous les objectifs? Si mon but n'est pas d'avoir de gros muscles, mais d'être le plus fort possible, est-ce que ça marche aussi? Non. Et ça, c'est une distinction qui est cruciale. Pour le gain de force, l'histoire est complètement différente. Là, la charge sur la barre redevient le facteur numéro 1. Ah, donc là, les 2 sources sont d'accord. Unanime. C'est le fameux principe de spécificité. Pour devenir meilleur à soulever lourd, il faut soulever lourd. C'est exactement ça. La méta-analyse de Schoenfeld le dit sans aucune ambiguïté. Les gains en force maximale étaient significativement plus importants en faveur de l'entraînement à charge lourde. Pourquoi cette différence? Parce qu'être fort, ce n'est pas seulement avoir de gros muscles, c'est aussi une compétence du système nerveux. L'entraînement lourd apprend à ton cerveau à recruter toutes tes fibres en même temps, de manière synchrone et explosive. C'est une adaptation neurologique que le léger ne stimule pas aussi bien. Donc on peut avoir un muscle de la même taille, mais qui n'a pas la même force. Précisément, le choix de la méthode dépend vraiment de l'objectif prioritaire. Pour rendre ça encore plus concret, j'ai vu que la revue de Fernandez détaillait des chiffres assez parlants. Absolument. Prenons 2 exemples. Le premier, c'est une étude de 22 semaines sur des cadets militaires. Un groupe charge légère, beaucoup de reps, un autre charge lourde, peu de reps. Un protocole sur le long terme, c'est bien. Qu'est-ce que ça a donné? À la fin, ils ont calculé le volume total. Le groupe léger avait déplacé en moyenne 25 000 kilos. Le groupe lourd seulement 13 700 kilos, presque la moitié. Et sur la masse musculaire finale? Et le résultat est révélateur. Le groupe qui a fait le plus de volume, donc le groupe léger, a gagné un peu plus de muscles. 2,6 kilos en moyenne contre 2,0 pour le groupe lourd. La différence n'est pas énorme, mais elle va clairement dans le sens de plus de volume, plus de gains. Et le deuxième exemple? Le deuxième est peut-être encore plus frappant. Une étude de 8 semaines sur des étudiants qui faisaient juste du développé couché. Un groupe à 80% du max et un groupe à 40% mais mené à l'échec. Ok. Le volume du groupe léger était presque le double de celui du groupe lourd. Et ils ont mesuré très précisément l'épaisseur du muscle pectoral. Alors, le verdict? Le groupe à charge légère mené à l'échec a vu son pectoral s'épaissir de 5 mm. 5. Et le groupe lourd? Seulement 2,6 mm. C'est presque le double. Ça veut dire que pour cet exercice, le groupe qui soulevait lourd a laissé quasiment la moitié des gains potentiels sur la table. C'est exactement ça. Ça montre bien que quand l'effort est maximal, un plus grand volume peut vraiment mener à une croissance supérieure, même avec des charges plus faibles. Bon, si on fait le bilan de notre enquête, on dirait que le coupable principal de la croissance musculaire, c'est pas celui qu'on croyait. Le suspect charge lourde a un alibi, en effet. Le vrai moteur, ça serait le volume? C'est la conclusion qui s'impose. Le titre d'un des articles cités est d'ailleurs sans équivoque « Le volume est la variable la plus efficace dans l'entraînement en résistance ». Les données montrent une relation dose-réponse claire. Plus tu augmentes le volume, dans une certaine mesure, plus la réponse du muscle est importante. La charge, lourde ou légère, c'est juste un outil pour atteindre ce volume alors? C'est un outil, une variable que tu peux manipuler pour y arriver. Donc ce n'est pas un combat lourd contre léger, c'est plutôt une question de stratégie,
Comment est-ce que j'accumule le plus de volume de travail de qualité? C'est une reformulation beaucoup plus juste. Les charges lourdes permettent d'accumuler du volume vite, mais avec plus de fatigue nerveuse et articulaire. Hmm, Les charges légères, ça demande plus de temps, plus de répétitions, mais elles y arrivent tout aussi bien à la condition indispensable que l'effort soit suffisant. d'accord. Alors, si on doit synthétiser les grands enseignements, quels sont les points à retenir pour quelqu'un qui veut optimiser ses entraînements dès demain? Alors, premier point, le plus important, pour la croissance musculaire, s'entraîner léger peut être aussi efficace que lourd, mais il y a deux conditions. La première, que le volume total soit équivalent, donc beaucoup plus de répétitions avec le léger. Et la seconde, que l'effort soit maximal, donc aller à l'échec. Exactement. Deuxième point clé, la force. Là, il n'y a pas de débat, l'entraînement lourd reste supérieur. Le corps s'adapte spécifiquement. Et enfin, le troisième point, notre conclusion. La variable la plus déterminante pour l'hypertrophie, ça semble vraiment être le volume d'entraînement, la quantité de travail, quoi. Et tout ça, ça m'amène à une dernière réflexion qui va un peu au-delà de nos sources. Je t'écoute. Toutes ces études, elles se concentrent sur des résultats sur quelques semaines, quelques mois. Elles ne disent rien sur une vie entière d'entraînement, C'est vrai. On s'entraîne pour des décennies, on l'espère. précisément. Et ça soulève une question. Si des charges plus légères, menées à l'échec, peuvent donner des résultats similaires pour la croissance, est-ce que ce ne serait pas une stratégie plus intelligente sur le long terme? Dans quel sens? On peut se demander si une approche basée sur le volume avec des charges plus modérées ne serait pas plus durable pour la santé des articulations, des tendons, qu'une carrière passée à martyriser son corps sous des charges maximales. Une approche plus soutenable, en quelque sorte. Exactement. C'est une question qui n'est pas tranchée par la science actuelle, mais qui mérite d'être posée pour quiconque voit sa pratique sur le long terme.